Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris et de David Santarossa et bienvenue à Magnum Opus. Alors messieurs, je vais lancer les hostilités. J'ai décidé de vous parler d'une lettre de Nicolas Machiavel qui a écrit à un de ses comparses, Francesco Vettori, en 1513. Et puis avant de vous la lire, en fait, c'est une ode absolument magnifique, en fait, magistrale à la lecture, aux vertus de la lecture. Et puis, avant de vous la lire, peut-être une petite mise en contexte de qui est Machiavel et de où il en est rendu dans sa vie lorsqu'il écrit cette lettre à Vettori. Machiavel est né en 1469 à Florence, en Italie, alors que l'Italie était divisée en cités, en royaumes, c'est-à-dire que ce n'était pas un pays unifié. À Florence, de 1434 à 1494, c'est le règne incontesté des Médicis, la grande famille Médicis ou Médicis, comme vous voulez. Et puis, c'est ça, de 34 à 94, c'est le règne des Médicis, jusqu'à ce qu'ils soient, après une révolte populaire, expulsés de la ville. Et puis là, pendant quelques années, il y a une espèce de république catholique qui est proclamée à Florence là, sous l'impulsion du moine Savonarola, qui prend le pouvoir pour quelques années. Finalement, ça tourne un peu au vinaigre. Non seulement il va être déchu, mais il va être brûlé vif. Faut savoir que l'Italie, à cette époque, c'est extrêmement violent. Là. Des vendettas partout, c'est incroyablement violent. Puis alors, lorsque le moine perd sa place d'espèce de chef d'État, une république laïque va être proclamée en 1498. Au même moment où Machiavel va devenir secrétaire, pas d'État, là, mais attendez, je l'ai de noter, secrétaire de la chancellerie. Au fond, c'est presque le plus haut fonctionnaire. Et là, pendant une quinzaine d'années, jusqu'en 1912, il va être un haut fonctionnaire, il va être un diplomate, il va être une vie incroyable. Machiavel, c'est le conseiller du prince, parce que, bon, la République va finir par un peu tanguer, parce que les institutions sont un peu trop lourdes. Donc, ils vont nommer un gonfalonier, qui est un chef d'État, autrement dit. Le gonfalonier Soderini, puis Machiavel va devenir son conseiller, donc conseiller du prince, va être le plus haut fonctionnaire de l'État. Il va lever des armées parce que l'Italie est en guerre de partout. Florence est parfois assiégée, parfois à siège. Une époque très, très violente. Il va côtoyer des personnages incroyables comme Louis XII, comme César Borgia. Une carrière incroyable. Mais en 1512, le gonfalonier, il perd un peu de son ascendant, puis il est comme forcé de quitter Florence. Et là, les Médicis, ou les Médicis, ils reviennent et reprennent le pouvoir. Alors évidemment, Machiavel, qui est associé de près à l'Ancien Régime, va être tassé. Mais non seulement va-t-il être tassé, mais il va être accusé par les Médicis d'avoir comploté, d'avoir tenté d'orchestrer des assassinats politiques. Donc, il va être emprisonné et il va être torturé jusqu'à ce qu'il soit libéré en 1513. Oui, il me semble que c'est en 1513. Il va être libéré, puis il va rejoindre sa villa de campagne qui est un peu au sud de Florence. Puis là, il va s'isoler. Il est tombé, il a déchu, il n'est plus dans les bonnes grâces du pouvoir, donc il se reclus. Puis il déteste absolument sa vie. Le matin, il se lève tôt pour aller piéger des cailles, pas des cailles, ou enfin des oiseaux pour se nourrir très pauvrement. Il va fréquenter les paysans il va trouver qui se chamaillent, qui s'engueulent pour des picadilles. Il y a des trucs il s'engueule avec des bûcherons parce qu'une commande de bois est comme arrivée pas à temps, ou peu importe. Là, il n'aime plus sa vie, disons. Là. Et il dit, avant de vous lire l'extrait, il dit
C'est dans une pouillerie pareille qu'il me faut plonger pour empêcher ma cervelle de moisir tout à fait. C'est ainsi que je me détends de la méchanceté de la fortune envers moi, presque content qu'elle m'ait jeté si bas et curieux de voir si elle ne finira pas par en rougir. Donc, Machiavel n'occupe plus ses fonctions, isolé, à l'extérieur de Florence, ça va pas bien. Et il écrit à son ami ce sublime passage que je lis à l'instant. « Le soir tombe, je retourne au logis. Je pénètre dans mon cabinet et dès le seuil, je me dépouille de la défroque de tous les jours, couverte de fange et de boue, pour revêtir des habits de cour royale et pontificale. Ainsi, honorablement accoutré, j'entre dans les cours antiques des hommes de l'Antiquité. Là, accueilli avec affabilité par eux, je me repais de l'aliment qui par excellence est le mien et pour lequel je suis né, la lecture. Là, nulle honte à parler avec eux et à les interroger sur les mobiles de leurs actions, et eux, en vertu de leur humanité, ils me répondent. Et durant 4 heures de temps, je ne sens pas le moindre ennui. J'oublie tous mes tourments. Je cesse de redouter la pauvreté. La mort même ne m'effraie pas. Et comme Dante dit qu'il n'est pas de science si l'on ne retient pas ce que l'on a compris, j'ai noté de ces entretiens avec eux ce que j'ai cru essentiel et composé un opuscule, Le Prince. Alors, c'est un peu le laboratoire du prince, cette tombée en disgrâce. Et là, vous voyez, il relie les auteurs antiques. Et ce qui le sauve, c'est la lecture. Alors, à brûle pour point, des commentaires, messieurs? Ben, j'avais déjà lu cette lettre-là par le passé aussi. Je suis content de l'avoir relue là, dans le cadre du balado. C'est vrai que ça permet vraiment de bien comprendre quel était son état d'esprit quand il a écrit Le Prince. Puis même après qu'on lit Le Prince, quand on le relit après avoir lu cette lettre-là, on est presque capable de s'imaginer Machiavel en train de l'écrire, puis etc. Oui, je pense qu'on voit bien avec ça, tous les parallèles qu'il peut faire avec l'Antiquité. Ensuite, il y a un tas de choses qui pourraient être dites, à savoir à quel point est-ce qu'il est fidèle à ce qui est enseigné, est-ce qu'il le déforme, ou etc. Mais c'est vrai que c'est très puissant, cette lettre-là. David? Moi, ce que je retiens beaucoup de ce passage, c'est... Ben, il ne dit pas dans ces termes-là, mais je vais les dire dans ces termes-là, c'est-à-dire la générosité des auteurs qu'on lit. Hein, souvent, et moi, j'ai fait beaucoup de recensions dans ma brève carrière d'écrivain, entre guillemets. Et puis, maintenant, tu te rends compte que les auteurs... quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un de généreux, en quelque sorte, et qui livre sa pensée. Des fois, on est en accord, des fois, on est en désaccord, mais il y a quand même quelque chose... Il y a un geste généreux là-dedans. Ça me semble assez clair. Et Machiavel le souligne là-dedans. Il faut aussi souligner, et peut-être surtout, l'idée de bien s'habiller pour lire. Hein? Donc, c'est l'idée d'une certaine verticalité, l'idée que il faut bien se comporter devant l'œuvre, en quelque sorte. On a presque une dette morale envers l'œuvre. Donc, toutes des idées assez importantes qui, je pense, qui émergent aussi, qui reviennent dans ce balado-là, d'une certaine manière. Oui. En fait, je ne sais pas s'il faut bien s'habiller quand on lit. Il faut mettre un costard 3 pièces. Mais en tout cas, l'idée derrière ça, c'est bien évidemment l'espèce d'image que je me défais de la défroque de tous les jours couverte de fange et de boue pour revêtir des habits de cour. C'est évidemment le passage de la société des hommes qui est vile et méchante, pour parler comme Machiavel, c'est-à-dire en constante compétition, faut voir les fourberies venir. Et on se défait de cette défroque de notre habit de citoyen, si on peut dire citoyen, pour justement se mettre au niveau de ce qu'on a sous les yeux, de la lecture. Et justement de ces grands auteurs, donc l'espèce de transition, il y a quelque chose de hautement noble là, d'aller se réfugier dans son cabinet et d'aller lire. Oui, puis même l'image de... Il faut s'habiller d'une certaine façon pour lire, etc. Je me rappelle plus la formulation exacte, mais c'est comme les habits du quotidien, du travailleur, etc.
c'est une belle métaphore. Je ne sais pas si Machiavel faisait réellement ça à chaque jour, mais dans tous les cas, l'image qu'il donnait, je trouve que c'est une belle métaphore de ce qu'est l'éducation en général, au sens d'origine. L'école, ça vient du mot, en fait, en grec, là, ça veut dire loisir aussi. C'est le fait d'être capable de se sortir de sa vie quotidienne, puis des exigences de la vie quotidienne, du travail, de tout ce qui est répétitif, puis d'être capable de vaquer à ses occupations en faisant des choses qui sont pas nécessaires pour la survie. En lisant des grandes œuvres, en apprenant à jouer un instrument de musique, par exemple. Puis, justement, en s'habillant de façon rituelle, là, il rentre chez lui, puis etc. Puis ça marque vraiment une rupture entre sa vie quotidienne puis quand il va apprendre, quand il est prêt à aller s'instruire. Absolument, parce que pour le travailleur moyen, c'est pas évident d'entretenir une vie intellectuelle. Parce que tu travailles le jour, c'est exigeant. T'arrives le soir, t'as peut-être des enfants, le bain, les dents, le dodo, etc. Le père ici qui parle. Le père qui parle. Et là, il arrive 8h30 et là, on veut se lancer, je sais pas, dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. C'est quand même pas évident. Là. Donc, il faut être capable justement d'enlever ces habits-là. Bon, il y en a qui manquent de temps pour le faire. Je compatis en quelque sorte. Mais donc, oui, l'extrait souligne ça. L'extrait aussi souligne peut-être un peu plus loin que la lecture permet d'éviter les ennuis quotidiens. Et on dirait que je n'étais pas convaincu par ça. Est-ce que c'était une lecture naïve? C'est-à-dire que la lecture, c'est aussi tragique. Là, c'est-à-dire que ça peut ajouter une couche de tragique à notre quotidien aussi, pas nécessairement... Quand on lit des choses graves, tu veux dire? Oui, exact. Ouais. Je comprends, mais moi, je serais plus de l'avis de Machiavel que... Tu sais, il y a quelque chose de fort dans « Pour un instant, je ne crains pas la mort ». C'est-à-dire, c'est un peu... Moi, je la vois un peu comme, justement, un pied de nez à la mort. C'est-à-dire, je fais quelque chose de tellement passionné et d'élevé que j'échappe pour un instant à la condition mortelle. Bon, c'est un peu exagéré, mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de l'immortalité, puis il y a aussi quelque chose de l'immortalité dans le fait... Machiavel dit « il m'accueille », et Machiavel dit « là, nulle honte à parler avec eux ». Ils sont morts. Il lit Polybe, il lit Ovide, et évidemment, il lit Aristote, je crois. Je me souviens plus. Mais évidemment, ces gens-là sont morts depuis des centaines et des milliers d'années. Et pourtant, ils existent, ils discutent avec eux. Donc, pas pour entrer dans des débats théologiques, là, mais si on pourrait dire que s'il y a une activité qui s'approche le plus de la quasi-mortalité, c'est la lecture et l'écriture. Tu sais. On restitue devant nous des personnages importants, des auteurs importants, en ouvrant un livre, ce qui est quand même quelque chose de quasi-divin. Oui, puis... pour rebondir sur ce que tu disais aussi, moi, j'ai pas trouvé que c'était naïf dans la mesure où il faut remettre ça dans le contexte aussi de qui est Machiavel, puis quand il décrit tout ça, il est à quel moment de sa vie. Disons qu'au moment où il en est à faire ça, disons, le sommet de sa vie active est pas mal passé. Après toute la biographie que tu en as faite, il n'est plus dans cette activité-là qui est constamment très prenante, puis là, il est constamment très actif à préparer toutes sortes de coups tordus, des coups d'État, des assassinats, des guerres, etc. Là, il est sorti de ça, il est replié dans sa maison de campagne. Il vient d'être torturé. Exact. Faut pas l'oublier. Exact. Puis là, il affronte des choses que lui, au quotidien, il juge banales, ennuyantes. Fait que je peux comprendre que pour lui, une fois qu'il sort de cette chose-là, ben, cette vie-là, pour lui, il lui semble vraiment pas grand-chose. Puis, une fois qu'il rentre chez lui, ben là, c'est vraiment comme une libération. Si on le prend dans ce contexte-là, je trouve que ça a plus de sens. Je reprends ce qu'Alexis disait sur l'immortalité. Ça me fait penser à une entrevue du chanteur et poète québécois, Gilles Vigneault, qui racontait ça, qui disait que il y a des gens, des gens, je sais pas, qui ont globalement notre âge, qui disent « je chante certaines de tes chansons », par exemple Jean du Pays, qui est un classique, à l'affaire de quelqu'un, à ma fille. Et il dit, là, lui, il est au-dessus de 90 ans, il dit, là, si moi je les chantais à mes enfants, ou du moins des gens plus jeunes que moi, que eux autres le chantent ensuite à leurs enfants,
il dit, ben là, c'est un sentiment justement d'immortalité, Mhm, un sentiment de continuité. mhm. Donc, ça allait un peu dans le sens que ce que tu viens de souligner. Là. Absolument. Puis sinon, je sais pas, j'aimerais vous entendre sur... lorsqu'il dit je me repais de cet aliment qui par excellence est le mien et pour lequel je suis né. C'est-à-dire l'image de la lecture comme de la nourriture, c'est-à-dire de quelque chose d'essentiel à la survie. C'est-à-dire si on ne mange pas, on meurt. Et clairement, Machiavel ici dit si je ne lis pas, je meurs. Et il y a effectivement quelque chose de vital, oui, de l'ordre de la survie mentale pour les gens pour qui la lecture est au centre de leur vie, d'avoir un moment de lecture qui est aussi, sinon plus important même que le repas ou... enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. La lecture comme aliment évidemment spirituel, mais aliment tout de même, je trouve ça génial. Il me semble que ça démontre à quel point, tout simplement, puis peut-être banalement, Machiavel, c'est un être de culture. Puis c'est un être de culture, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de prendre une distance, comme on le disait tout à l'heure, de la vie quotidienne, qui comprend qu'il y a une transcendance qui existe, il y a des choses beaucoup plus vieilles que lui, il se nourrit de ça. Puis parce que c'est un être de culture, lui, les banalités quotidiennes, ça lui suffit pas. Il doit se mettre à distance de lui-même puis comprendre qu'il y a un monde beaucoup plus grand qui est ancien, qui l'entoure puis qui le précède, etc. Puis il n'est pas capable de comprendre sa vie et le monde actuel autrement qu'à travers ça. Là. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Là. Oui, bien sûr. Oui, absolument. J'ajouterais, par contre, que la lecture est très difficile aujourd'hui. C'est très difficile de le lire aujourd'hui. Mais ce en quoi le texte est très actuel, c'est-à-dire se défaire avec de la fange et de la boue, aujourd'hui, c'est pas de la terre, c'est les réseaux sociaux. Exactement. Parce que c'est facile de passer beaucoup, beaucoup de temps à écouter des vidéos. Et je pense que justement, aujourd'hui, lire, c'est quelqu'un qui prend vraiment une décision de dire je laisse de côté des machines qui sont extrêmement divertissantes, comme ça l'a jamais été, c'est-à-dire et qui stimulent ton cerveau à chaque 1,3 secondes, ou j'invente la statistique, mais donc oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une décision de dire OK, donc tout ça n'est pas vraiment bon pour moi, je vais me tourner vers une vie... Je vais me détourner du fast-food en quelque sorte et je vais me tourner vers une nourriture plus saine pour moi, qui est le livre. Donc, ça prend vraiment, je pense, aujourd'hui, une décision consciente en quelque sorte de se dire j'ai besoin de ça, puis je vais fournir un effort pour lire parce que justement, c'est très difficile aujourd'hui, même pour quelqu'un qui aime lire. Même pour quelqu'un qui aime lire. Absolument. Moi, j'adore lire et c'est difficile pour moi. Il faut vraiment qu'il y ait une discipline derrière ça. Puis, c'est tout l'espèce de mystification du lecteur. Ça semble être une activité passive. Tu dis rien, tes yeux bougent à peine, t'es assis, t'es en silence. Et pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement demandant, surtout Absolument. Pour nos cerveaux formatés à traiter des informations par ordinateur, donc dans un truc lumineux qui stimule notre cerveau. En effet, puis ça fait déjà très longtemps, mais là, comme vous le dites, oui, les réseaux sociaux aujourd'hui, puis tout ce qui est les téléphones intelligents et tout ça, c'est venu exacerber ça, mais il y a une accélération de la vie en général aussi. Ça se voit même dans le cinéma, le nombre de plans séquences, etc. Le nombre d'images qui passent par seconde ou par minute, ça a aucun sens là, à quel point c'est plus rapide aujourd'hui. Faites écouter un film des années 40 ou des années 50 à des jeunes de 15 ans, c'est sûr qu'après 2 secondes ou après 30 secondes, gros max, ils vont nous dire que le film est ennuyant, ils veulent pas le regarder, ils sont habitués d'être surstimulés constamment. Absolument. Puis je trouve que le contraste qu'il y a entre la vie actuelle et la discipline que ça prend pour être capable de lire aujourd'hui, c'est vrai que c'est très bien démontré dans cette lettre-là. Mais pas que les jeunes, hein, moi, mea culpa. On est jeunes. Ouais, OK. Merci, Pierre. Mais je suis justement en train de regarder un film de 1931 pour préparer un épisode de Magnum Opus sur un livre. Puis, même moi, je veux dire, mon cerveau a été conditionné à... Bon, je regarde pas Marvel, là, évidemment, là, mais au rythme du 21e siècle, au rythme
je sais pas, des méga-productions là, qui s'inspirent, ben, je sais pas, j'imagine des réseaux sociaux pour que le cerveau soit stimulé scientifiquement à tel moment pour que la personne soit captivée enfin. Bref, c'est pas juste les jeunes, même pour je nous considère être des bons lecteurs, donc même pour nous, c'est difficile. Puis dernier point que je voulais apporter avec ce très beau texte de Machiavel, vous direz ce que vous en pensez, mais tout était déjà chez les anciens. Chez les Grecs, chez les Romains. Non, mais je dis pas que tout le reste est note de bas de page, mais... Presque. Ouais, enfin. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait l'Iliade, à chaque fois que j'ai un livre d'un ancien entre les mains, c'est incroyable l'actualité de leur écrit. Ovide sur l'amour, Aristote sur la politique, je sais pas, Héraclite sur les contrastes. Je dis, tout est presque tout est là. Il manquait juste l'électricité, puis je veux dire, ils étaient exactement comme nous. Oui, puis je pense que c'est cyclique le fait qu'on en vienne à les redécouvrir, puis à redécouvrir à quel point ce qu'ils avaient à nous dire est universel et permanent, presque toujours. Puis ça va avec le fait que les Grecs et les Romains avaient eux-mêmes une conception du temps qui était cyclique. Puis à leur avis, puis on le voit d'ailleurs avec Platon dans la République, quand il raconte le cycle des régimes politiques qui se succèdent puis qui entraînent l'un à l'autre, etc. Puis c'est toujours une roue qui tourne. On y revient toujours. Et si on suit leur conception du temps, c'est peut-être toujours juste une question de temps, justement, avant qu'on redécouvre ces écrits-là. Il y a des renaissances perpétuelles, exact. en quelque sorte. Absolument. Bon, alors, messieurs, je ne sais pas si vous aviez autre chose à dire sur ce magnifique texte. Ça fait le tour pour moi. Oui. En terminant, peut-être que... moi, je suis pas je suis pas un grand lecteur de Pléiade. Là. J'aime pas beaucoup le format, mais je trouve que la Pléiade Machiavel vaut vraiment le coup. Il y a les lettres qu'il a écrites. Il y a tous ses écrits politiques, ses histoires florentines, l'art de la guerre. Il y a même des pièces de théâtre qu'il a écrites, des chants, des poèmes. Enfin, c'est extrêmement complet. La Pléiade de Machiavel, je pense que elle vaut vraiment le coup. Oui, je suis d'accord. Et je suis c'est l'édition vraiment... que j'ai aussi pour lire Machiavel. Ouais, je suis vraiment pas tant un lecteur de Pléiade, mais celui-là, franchement, je le conseille. Alors, voilà pour ce petit texte de Machiavel. En terminant, on vous encourage à mettre un pouce sur notre vidéo et à cliquer sur s'abonner. Merci pour tout et on se retrouve bientôt.